deux précédents intervenants ont montré l'influence extrêmement importante que Commons a eue pour ce qui est du travail de Madame D'Acosta sur l'État social, l'émergence de l'État social aux États-Unis, notamment à travers tout un certain nombre de législations qui seront plus tard reprises quand le New Deal sera instauré par Roosevelt, notamment la question de l'indemnisation du chômage. Philippe Adair a montré l'influence très importante que Commons, ou les contacts très importants que Commons a eu avec d'autres économistes majeurs aux États-Unis comme Fisher, Mitchell, qu'on n'a pas jusqu'ici cité, ou ses controverses avec des gens comme Newton ou Morton. Moi, je voudrais essayer de montrer à travers ce papier que l'influence de Commons se situe au-delà du cadre national américain et qu'elle s'est prolongée même jusqu'en Grande-Bretagne, et en particulier sur Keynes. On sait que Commons était en contact avec des économistes britanniques, notamment Beveridge. On sait qu'il était très influencé par Webb. Mais en ce qui concerne son influence sur Keynes, l'autre grand théoricien du capitalisme raisonnable, il y a très peu de choses, voire quasiment pas. Ça, c'est le point de départ de cette présentation. Alors, bon, il y a trois choses qui m'ont profondément interpellé lorsque j'ai commencé à travailler sur cette thématique. Ce sont les trois éléments que je vais vous donner maintenant. Alors, à peu près tout le monde ici connaît les travaux de Robert Skidelsky, qui est le biographe de Keynes, l'auteur d'une biographie en 3 tomes qui fait plus de 1200 pages, quelqu'un qui connaît Keynes, qui a labouré les archives de Keynes et qui connaît la vie de Keynes, qui vit même aujourd'hui dans la demeure de Keynes, la ferme dans le contrée du Tilton, qui a racheté la ferme et qui vit là-bas. Donc il est habité par Keynes d'une certaine manière. Il y a un passage énigmatique dans cette biographie, dans le 2e tome, celui qui couvre la période qui va de 1920 à 1937, à la page plus exactement 229, qui dit la chose suivante: Commons représente une influence très importante, sinon méconnue, sur Keynes. Alors, lorsqu'on regarde ensuite le reste de la biographie, rien. J'ai moi-même pris contact avec Skidelsky, avec lequel j'ai pas mal échangé pour savoir pourquoi il n'en disait pas assez ou trop sur ce point. Il ne m'a pas répondu, ou alors il a un peu esquivé la question en m'indiquant qu'il y avait eu également des influences avec d'autres théoriciens à l'époque, comme Frank Knight ou quelqu'un un peu antérieur de Veblen. Il y a un autre élément important aussi qui fait partie de cet élément mystérieux, c'est une lettre de Keynes qui date donc d'avril 1927, et dans laquelle Keynes dit la chose suivante: il n'y a pas d'autre économiste avec qui je me sens en tel authentique accord, en tel véritable accord avec la façon de penser. Cette lettre, qui est à l'origine dans les archives de Commons à la Wisconsin Historical Society, m'a également fortement interpellé. Pour bien connaître, pour avoir beaucoup vu Keynes, et ce n'est pas dans son habitude de s'exprimer avec autant d'amabilité avec ses interlocuteurs. On sait que Keynes avait un ego surdimensionné, qu'il avait tendance à traiter de manière assez rapide ses interlocuteurs. Je vous rappelle simplement la controverse avec Friedrich Hayek, dans laquelle il explique qu'il faut envoyer Hayek dans un asile parce qu'il n'a rien compris à la théorie de la monnaie contenue dans le traité sur la monnaie. Donc ce passage extrêmement énigmatique m'a également interpellé. Et puis un dernier passage également qui figure dans un texte fondamental de Keynes qui s'appelle Am I Liberal, suis-je libéral ou suis-je radical plus exactement, dans lequel Keynes cite Commons, en particulier sa théorie de la périodisation de l'histoire sous forme de sous 3 ères: l'ère de la rareté, l'ère de l'abondance et l'ère de la stabilisation. Il cite Commons, cet éminent économiste américain, le professeur Commons, à la 3e personne dans certains passages. Et ces 3 éléments m'ont profondément interpellé, et immédiatement, donc je me suis penché sur les Collected Works de Keynes, 30 volumes, plus de 10 000 pages, à la recherche d'éléments qui pourraient alimenter cette réflexion que j'ai eue, et je suis resté sur ma faim parce qu'il n'y a quasiment rien. Commons est cité 2 fois, et précisément sur les passages dont je venais de vous parler, de Am I Liberal.
J'ai regardé chez les biographes de Keynes, Skidelsky, dont je vous ai cité le passage. Rien chez Morbridge, qui est l'autre spécialiste de Keynes. Très peu de choses chez Gilles de Staller, mais lui qui a perçu quand même ce lien. Et à partir de cette réflexion, je me suis lancé dans une véritable investigation de savoir quels sont ces liens que Keynes et Commons ont pu entretenir. Alors, pour ce faire, j'ai essayé de voir d'abord dans un premier temps quels étaient les liens entre Keynes et le mouvement progressiste auquel Commons est un des représentants majeurs. Le mouvement progressiste dont Mme D'Acosta a très bien parlé, qui comprend à la fois des juristes pragmatistes, Thierry Kirat et Laure Bazzoli en ont parlé dans un précédent papier, je pense à Louis Brown Rice, je pense à d'autres auteurs de la sociologie de la jurisprudence, du legal réalisme, avec lesquels Keynes était en contact. Les philosophes pragmatistes également, dont on a parlé très brièvement ici, mais je pense particulièrement à Charles Peirce, dont Keynes a beaucoup lu les travaux. Je pense à John Dewey, qui incarne le côté pragmatisme social, la figure du philosophe engagé. D'autres acteurs politiques, ou je pense à Félix Frankfurter aussi, qui deviendra le visiteur du soir, si je peux me permettre, de Franklin Roosevelt, qui permettra d'ailleurs à Keynes de rencontrer Roosevelt par son intermédiaire, et puis bien évidemment avec les économistes institutionnalistes, et comme je vous le disais tout à l'heure, dans les œuvres complètes de Keynes, Veblen est totalement absent, Mitchell très peu, et Commons donc, Clark, par exemple, pour ne prendre que lui, sont très peu présents. Et là, donc, je me suis lancé dans un travail qui a consisté à essayer de reconstruire ces liens pour voir si cette influence avait réellement existé. J'ai été frappé par l'insuffisance ou l'incomplétude des sources officielles de Keynes qui passent totalement sous silence ces éléments suivants. Je ne vais pas reprendre tous les éléments avec les progressistes, mais Keynes était en contact très tôt avec les progressistes, dès 1913 avec Mitchell, lorsque se prépare la réforme du système de réserve fédérale qui va transformer la Banque centrale de New York comme une banque, en quelque sorte, avant la création de la réserve fédérale, mais qui va devenir en quelque sorte la banque directrice de l'ensemble du système. C'est à Mitchell qu'il s'adresse, alors qu'il vient de prendre la direction de l'Economic Journal, pour lui commander un article sur cette réforme en comparaison qui est en discussion au Congrès américain. Avec Mitchell, il y aura des contacts très profonds, ils deviendront très proches. Mitchell contribuera régulièrement à l'Economic Journal. Keynes se rendra très souvent aux États-Unis pour le rencontrer. Mitchell va même venir en Grande-Bretagne lorsqu'il sera professeur invité à Oxford. Avec Veblen également, il y a de profonds liens. Lorsque Keynes intègre Cambridge en tant qu'intervenant, en tant que professeur, si je peux me permettre cette expression, il s'inspire directement des travaux de Veblen, en particulier toute la réflexion autour de l'opposition entre les activités industrielles et les activités financières, la réflexion sur les marchés financiers. Keynes puise abondamment chez Veblen. Il y a des contacts très profonds avec Clark. On sait que Clark, notamment, avait développé, indépendamment de Keynes, sa propre version du multiplicateur, et ce, de manière concomitante avec Richard Kahn et Keynes. Avec les philosophes pragmatistes, on sait que Keynes également les a lui inspirés lorsqu'il a rédigé son traité de probabilité. Et c'est avec Commons que j'ai concentré mon intérêt, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert des choses absolument stupéfiantes. C'est que Keynes et Commons étaient en contact régulier, de manière extrêmement riche, tout au long des années 20, et ce jusqu'à la période de la préparation de théorie générale. À la fois Commons, mais également l'entourage de Commons, je pense en particulier à McCracken, qui a fait sa thèse avec avec Commons, qui a travaillé, qui est un spécialiste de la monnaie et de la macroéconomie, avec lequel Keynes était également très en contact. Pour retrouver ces éléments, par exemple, pour ce qui est de la correspondance entre Keynes et Commons, elle se trouve dans un dossier totalement délaissé et anonyme dans les archives de Commons à la Historical Wisconsin Society. Vous retrouvez là 6 lettres. Chez Keynes, c'est pareil. Dans les archives de Keynes, et là je me suis rendu sur place, vous avez dans un premier temps rien, mais c'est pareil, c'est dans un dossier anonyme, complètement délaissé, qu'on pourrait divers. Et là vous avez 2 lettres, également 2 autres lettres, qui datent de 1931, au moment où
Commons est consulté, comme l'a rappelé Philippe Adair, en tant que spécialiste de la monnaie en 1931 sur un système, suite à la crise de 29, qui permet de relancer, de rétablir le niveau des prix à un niveau plus élevé, suite à la terrible déflation qu'il y a eu. Et là, Commons consulte Keynes sur un document officiel, commandé par une institution dont vous pardonnerez le fait que j'ai oublié le nom, ça me reviendra pour de votre présentation. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai regardé une chose, je me suis dit, bon, ces citations, d'où elles viennent, sur les périodes du capitalisme que Keynes reprend explicitement et dans laquelle il s'inscrit, notamment sur l'ère de la stabilisation, l'avènement d'un capitalisme institutionnel dans lequel les acteurs collectifs jouent un rôle prépondérant, les syndicats, les banques, l'État et les institutions politiques jouent un rôle fondamental. Et là, j'ai regardé ce que les personnes qui s'étaient intéressées à ce thème ont dit. Alors, je pense à John Dennis Chase qui avance l'idée que Keynes aurait repris des éléments dans le fameux article de Commons de 1925, Marx Today, Capitalism and Society. Alors j'ai regardé, il est vrai que Commons parle d'ère de l'apartheid, ère de la stabilisation, ère de l'abondance, mais les citations ne se trouvent absolument pas dans cet élément-là. Ensuite, Atkinson et Olson qui avaient rédigé également un article très intéressant mettant en parallèle Keynes et Commons, avancent que Keynes s'inspire du fameux article de Commons de 1929 sur l'industrie de la chaussure aux États-Unis. Alors, tout ce profond travail historique, Commons montre comment l'émergence du syndicalisme avec l'évolution des conditions de marché, comment le capitalisme s'est progressivement transformé. Alors, quand vous regardez également ce texte, les citations ne figurent pas du tout dans cet élément-là. Ensuite, Charles Hession, qui a également rédigé une biographie de Keynes, avance que c'est dans Legal Foundation of Capitalism en raison de son antériorité immédiate de 1924. Et là également, vous avez, là je regarde, les citations ne proviennent pas là. Alors, un dernier élément, Thierry Demals qui a retraduit le texte Suis-je libéral pour le compte d'un petit recueil qui s'appelle La pauvreté dans l'abondance de Keynes, avance que Keynes a tiré ses citations de l'Institutional Economics. Alors, il y a un problème là. Un problème de concordance chronologique. Comment Keynes peut citer en 1925 un ouvrage qui paraîtra qu'en 1934. Alors, quand là je regarde plus profondément, je m'aperçois qu'il y a des divergences à quelques mots près. Alors vous allez me dire, je suis un peu tatillon, mais à quelques mots près, il y a des divergences. Alors, et c'est à ce moment-là où la correspondance est fondamentale. En réalité, lorsqu'on s'intéresse au processus d'émergence de l'Institutional Economics de Commons, on s'aperçoit que Commons, à la fin de l'année 1923, à la fin de 1924, dispose d'un manuscrit qui s'appelle Reasonable Value, qui est en quelque sorte le matériau de base qui va servir à la publication de l'Institutional Economics qui nous réunit aujourd'hui et de Legal Foundation qui sera publié l'année suivante. Commons a à cette période un manuscrit volumineux, extrêmement volumineux, sur lequel il travaille depuis plusieurs années, dans lequel il développe toute sa théorie de la périodisation du capitalisme, dans lequel il parle justement de cette question de la stabilisation de la monnaie avec Keynes, qui était en contact. Et j'ai réussi à me procurer ce manuscrit. Et effectivement, ce manuscrit, les citations de Keynes proviennent mot pour mot de ce manuscrit. Alors là où la correspondance est intéressante, j'ai retrouvé cette lettre que Commons adresse à Keynes, ce manuscrit, en lui disant « J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cet ouvrage qui est en préparation ». On sait que Mitchell également était dans le coup. C'est Mitchell qui va conseiller à Commons de scinder le manuscrit en deux, compte tenu du volume très important et également du caractère novateur de ses idées. Il lui dit les choses de cette manière. Je te conseille, dans un premier temps, de publier Legal Foundation of Capitalism, de sorte que les économistes aient la possibilité de s'habituer à tes nouveaux concepts, transactions, valeurs raisonnables, actions collectives, qui ne sont pas des concepts encore profondément ancrés, y compris chez les assurés. Je rappelle que Commons n'est pas considéré comme un assuré jusqu'à 1924 et à la recension de Legal Foundation of Capitalism que Mitchell fait une recension extrêmement élogieuse, et c'est à ce moment-là que Commons est affublé du caractère d'économiste institutionnaliste, et ensuite, l'ouvrage de 1920, une économie institutionnelle ou institutionnaliste. Et à ce moment-là, je vais essayer de faire vite parce que c'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant, je m'explique. C'est là où l'influence de Commons va devenir extrêmement prégnante sur l'œuvre de Keynes.
1925, il y a cette correspondance. 1927, Mitchell, Commons et Keynes échangent justement sur cette question de la théorie monétaire. Il faut savoir que Commons était beaucoup plus avancé que Keynes à la fin des années 20 et sur le traité de la monnaie au niveau de la conception de la monnaie. Keynes est encore très très loin de ce qu'on va connaître dans la théorie générale. Commons va exercer une influence considérable sur lui. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que se joue l'influence. C'est au niveau de l'action collective. Lorsqu'on regarde l'évolution de la pensée de Keynes de 1900, de la fin des années 10 jusqu'à la théorie générale, il y a une rupture fondamentale qui se fait aux alentours de 1925 où Keynes va prendre conscience que pour promouvoir un capitalisme raisonnable, l'expression n'est pas en tant que telle chez lui, mais sa conception d'un capitalisme régulé est très proche, sinon identique à celle de Commons. C'est ce que j'ai appelé dans ce papier l'horizon, ce vers quoi le regard tend. Quelle est la finalité de la pensée de ces deux auteurs, sans qu'il y ait pour autant déterminisme. Ce capitalisme raisonnable, que je pourrais ici brièvement définir de manière très ramassée par la révolution du capitalisme sur lui-même, par un capitalisme débarrassé de ce que Keynes va appeler les deux vices marquants du monde dans lequel nous vivons, le chômage de masse, l'inégalité dans la répartition du patrimoine et des revenus. Ce capitalisme raisonnable dont Keynes prend conscience très tôt, dès 1919, à travers les conséquences économiques de la paix, qui est une œuvre fondamentale. Keynes va montrer comment l'ordre du laisser-faire, l'ordre rétabli du laisser-faire qui a régné durant l'ère de la rareté, par la marchandisation forcée de la monnaie, par la marchandisation de la terre et du travail, en cela il est très proche de Polanyi, et il y a encore là un triangle Keynes, Commons, Polanyi, a conduit à cette catastrophe qui a été la Première Guerre mondiale, à ces conflits sociaux et politiques, et comment il faut réguler le capitalisme pour aboutir à un capitalisme raisonnable. Le problème, c'est qu'à cette période, Keynes ne dispose pas d'une théorie économique adéquate, et il est encore sous l'influence de son traité sur les probabilités, qui met l'accent sur l'action individuelle, sur la capacité de la raison individuelle à agir et à percer les forces obscures du temps, même si l'incertitude est très importante. Au moment où Keynes se pose la question de promouvoir ce capitalisme raisonnable au milieu des années 20, c'est à ce moment-là que Commons arrive, c'est à ce moment-là que l'influence de Commons est très importante, que Keynes prend conscience de l'importance de l'action collective. Je vous rappelle que la définition de l'institution chez Commons, c'est l'action collective qui contrôle les temps et libère le champ de l'action individuelle. Keynes va prendre conscience de l'importance fondamentale de l'action collective, l'importance fondamentale des institutions, l'importance fondamentale des médiations pour l'avènement d'un capitalisme raisonnable. Et ça, c'est la vision. La vision chez Keynes, c'est l'action collective. Et cette vision, c'est Commons qui lui donne. Bien évidemment, la vision, on peut la fragmenter. Il y a le niveau politique, c'est là où l'action collective intervient, le niveau économique, le niveau éthique, le niveau épistémologique. Et c'est là où il y a un tournant fondamental dans la pensée de Keynes. À partir de 1925, Keynes se met à la recherche d'une théorie économique qui soit capable de promouvoir cette action collective dans le sens du capitalisme raisonnable. Je vous invite d'ailleurs à cette occasion de relire tous ces textes. Je prends encore 2 minutes et je m'arrête. De relire tous ces textes du milieu des années 20, des textes politiques extrêmement riches, la fin du laisser-faire, suis-je libéral, radicalisme et socialisme, Clisol, tous ces textes où commence, vous verrez que l'importance des institutions, des médiations, de l'action collective, où Keynes le dit explicitement, je recherche les moyens de réguler le capitalisme par l'action collective. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un tournant dans la pensée de Keynes, un tournant que j'ose qualifier ici de tournant institutionnaliste, qui fait que dès ce moment-là, Keynes va se mettre à la recherche d'une théorie économique qui soit capable de promouvoir l'action collective dans le sens du capitalisme raisonnable. Il y a un premier essai avec le traité sur la monnaie, une théorie économique hybride, des emprunts à Commons, des emprunts à Wicksell, des relents classiques, mais Keynes va très vite prendre conscience que cette théorie économique n'est pas capable de promouvoir et d'être le support de l'action collective. Il lui faut une autre infrastructure économique, et c'est avec la théorie générale, qui est entièrement tournée vers l'action collective. Il y a un acteur qui est profondément absent dans la théorie générale, c'est l'État. C'est quand même curieux pour celui qu'on va qualifier de théoricien de l'intervention de l'État. L'État est absent, mais en réalité, l'État n'est pas absent. Dans une posture purement pragmatique, l'État est là parce que l'action est première, et c'est ensuite que la pensée s'élabore, c'est ensuite que la théorie s'élabore. Toute la théorie générale est tournée vers l'action collective de l'État dans le sens de la régulation du capitalisme, en particulier le chômage involontaire. Quel est le seul acteur économique pour lequel la question du chômage involontaire est fondamentale? La question du chomage de masse, c'est certainement pas les entrepreneurs,
Les salariés n'ont aucun pouvoir, les financiers se contrefichent de la question du chômage de masse, qui est d'entrée dans la théorie générale, c'est l'État. En cela, Keynes est pragmatiste et absolument pas constructiviste. Tout le système de la théorie générale est tourné vers l'action collective de l'État. Mais cependant, l'action collective de l'État ne se fait pas de manière directe, elle passe par les médiations. Et lorsqu'on fait ce travail de relecture de la théorie générale de Keynes et de l'évolution de la pensée de Keynes, de ce tournant institutionnaliste jusqu'à la théorie générale, on s'aperçoit que dans la théorie générale, l'action de l'État n'est jamais directe, elle passe par les médiations. La médiation de la demande effective, qui est une action collective au sens propre, l'action collective des entrepreneurs qui permet l'action individuelle, elle passe par la médiation du taux d'intérêt, elle passe la socialisation d'investissement dont parle Keynes, ce sont tout un ensemble d'institutions qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de partenariat public-privé qui se situe à un niveau, à mi-chemin entre l'État et entre le niveau macro et micro, entre l'État et les groupes sociaux. Regardez la configuration des relations entre les groupes sociaux dans la théorie générale. C'est typiquement les transactions. C'est profondément les transactions entre groupes d'agents, avec des statuts économiques et juridiques différents. On s'aperçoit que dans la théorie générale de Keynes, il n'y a pas de marché du travail. Il y a par contre une procédure de négociation entre entrepreneurs et salariés autour d'une convention qui s'appelle le salaire. On s'aperçoit, la stabilité de la fonction de consommation en réalité, c'est, ici on a typiquement les coutumes et les habitudes qui expliquent pourquoi la consommation est stable à court et moyen terme. Le taux d'intérêt, comment le taux d'intérêt est une norme sociale qui fixe un niveau pour les entrepreneurs et pour l'investissement pour les entrepreneurs. Et ce travail de relecture n'est pas présent dans le papier que je présente aujourd'hui, et c'est la conclusion. Le papier que je vais présenter aujourd'hui s'intéressait essentiellement aux éléments de persuasion de cette hypothèse Commons, qui n'est pas exclusive de l'hypothèse Wittgenstein et de l'hypothèse Freud, mais qui vient les compléter et qui, je pense, vient éclairer cette question fondamentale de l'action collective et du capitalisme raisonnable pour lequel Keynes et Commons se sont battus toute leur vie. Merci de votre attention.